tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. Nous nous rendrons à l'auditorium Régnier 3 pour la nouvelle version des Journées des métiers, renommée à présent l'Agora des métiers. Coup de projecteur sur les sponsors pour la nouvelle tentative de record de la VBB3 du constructeur monégasque Venturi. Et pour finir, nous ferons un tour du côté de l'Ardèche au restaurant La Remise, bien connu des amateurs de rallye. Il vient justement de se transformer en un véritable musée dédié au Monte-Carlo. Et avant de débuter ce journal, vous pouvez le voir sur les images, 2 jours après sa prise de fonction officielle, le ministre d'État Serge Tel a tenu son premier conseil de gouvernement au ministère d'État. C'est une nouvelle formule proposée aux élèves de 3e. La première édition de l'Agora des métiers s'est déroulée dans le hall et le troparium de l'auditorium Régnier 3. Une équipe de Monaco Info a arpenté avec les collégiens les allées de ce nouveau rendez-vous. Terminée la journée des métiers, place à l'Agora, une formule plus conviviale et plus fonctionnelle permettant un meilleur échange avec les professionnels. Une 50aine de stands représentaient les différents corps de métiers présents en principauté. L'objectif, permettre aux élèves de 3e d'obtenir le plus grand nombre d'informations pour s'orienter le plus tôt possible. C'est une formule où la direction de l'éducation nationale, Isabelle Bonal, a souhaité déplacer la journée des métiers qui se faisait précédemment au collège Charles III dans le gymnase, dans l'auditorium Régnier 3, qui a été conçu pour accueillir des salons, des congrès, et qui donc bien évidemment donne à cette nouvelle manifestation que l'on a appelée l'Agora des métiers, un caractère que l'on peut qualifier de plus professionnel. Et de ce point de vue-là, ça donne à la manifestation un impact notamment tant vis-à-vis des professionnels qui nous apportent leur concours que des élèves qui viennent les rencontrer, une dimension, je crois, meilleure, plus grande, et qui leur permet peut-être d'être plus à l'aise aussi pour dialoguer sur les métiers qu'on leur présente. Les professionnels ont répondu présents pour partager avec les élèves leurs expériences et donner de précieux conseils sur leur secteur d'activité. Ça se passe très bien et je suis même agréablement surprise de voir le nombre de collégiens qui sont intéressés par la notion d'être leur propre patron. Donc c'est synonyme pour eux aujourd'hui. Entreprendre, c'est devenir son propre patron. Donc ça, c'est une notion qui semble les attirer. Et voilà, ils sont aussi contents de savoir que n'importe quel métier finalement peut amener à être entrepreneur. Voilà. Donc il y a des questions assez intéressantes. Voilà, que ce soit de la part des garçons comme des filles. Je trouve que les questions sont très pertinentes. On voit que vraiment les jeunes gens ont envie de voir l'aspect concret d'un métier, le quotidien d'un métier, comment suivre une formation pour arriver à ce métier-là. Donc ce sont des échanges très intéressants. En classe de 3e, il est parfois difficile d'avoir un avis tranché sur son avenir professionnel, mais ils étaient tous curieux de découvrir de nouveaux métiers. Moi, je n'ai pas trop d'idées en fait, donc je fais le tour et je m'arrête là où ça m'intéresse. Déjà, en 4e, on a eu un stage en entreprise. Donc déjà, on a pu apprendre un peu quelques métiers, comment ça se passait. Et donc ici, on peut les retrouver, donc c'est intéressant de pouvoir reparler avec les professionnels. C'était bien, ouais. On a appris plein de trucs, c'était cool. Ouais. Alors là, vous étiez sur le stand du NM&M. Comment ça se passe? C'est un métier que vous connaissiez, restaurateur, conservateur? Non, justement, on voulait en savoir plus sur ce métier pour se renseigner un peu. Est-ce que tu avais déjà une idée avant d'arriver ici ce matin? Non, je regarde un peu dans tous les stands parce que je ne sais pas trop où je vais aller. J'ai découvert plein de métiers intéressants et ça m'a fait un peu douter parce que j'étais plutôt partie vers journaliste et en fait je me suis intéressée un peu à la marine, avec graphiste aussi, enfin il y a plein de trucs trop bien et je suis contente d'être là, donc voilà. Cette nouvelle formule a remporté un franc succès et, espérons-le, a suscité de nouvelles vocations. Après les élèves de 3e, place aux lycéens. L'auditorium Régnier 3 accueillait la 5e après-midi découverte professionnelle. Je vous propose d'écouter à ce sujet le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Nous avons d'abord souhaité, il y a maintenant près de 6 ans, créer la commission d'insertion des diplômés pour mettre en rapport donc, les jeunes diplômés monégasques du pays et les entrepreneurs pour faciliter leur embauche à Monaco. On a commencé par d'abord trouver de nombreux partenaires dans les entreprises. Nous avons aujourd'hui 120 entreprises parmi les plus importantes du pays qui sont nos partenaires. Nous avons placé
En 5 ans, plus de 200 jeunes monégasques et du pays dans des postes de cadre dans les entreprises privées. Mais nous nous sommes dit que plus nous interviendrions tôt dans le parcours des études et mieux cela vaudrait. Et donc on a eu l'idée il y a 5 ans maintenant de créer ces après-midi de découverte professionnelle, non pas pour imposer une orientation à nos jeunes étudiants. Bien sûr, chacun pourra dans ce pays de liberté continuer à choisir l'orientation qu'il souhaite, le métier qu'il souhaite pour demain. Mais nous voulions présenter des métiers dont nous sommes certains qu'ils créent beaucoup d'emplois chaque année en principauté et qu'ils pourraient offrir à coup sûr un avenir professionnel à Monaco aux jeunes du pays. Donc chaque année nous sélectionnons des métiers, nous faisons donc venir des professionnels, si possible d'ailleurs de jeunes professionnels, anciens étudiants, présenter donc eux-mêmes leur métier à notre jeunesse, notamment aux élèves de terminale ou de BTS. Et donc cette année, nous avions choisi les métiers du yachting, les métiers de la santé, les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, les métiers de l'informatique et des nouvelles technologies, les métiers de la comptabilité, de la banque et de la finance, et puis, ne l'oublions pas, les métiers de la fonction publique, puisque l'administration monégasque, avec 4000 emplois, tout confondu, palais, gouvernement, État, mairie, représente donc effectivement le premier employeur du pays. 4000 fonctionnaires et agents de l'État travaillent en principauté pour le bien public. Nous souhaitions aussi présenter ces métiers aux jeunes élèves. Très sincèrement, on peut effectivement donner des idées, créer des vocations, orienter autrement que ce qui se serait passé si ces journées n'étaient pas là et si les professionnels n'étaient pas venus à leur rencontre. Pour autant, nous rencontrons aussi des jeunes qui ont déjà un choix, qui ont une vocation profonde et nous les respectons. Et je le répète, il ne s'agit pas ici d'empêcher quiconque de choisir librement ses études, mais il y a certains métiers où il sera très compliqué de pouvoir travailler au pays en principauté, donc il faut le savoir. Alors que l'année de la Russie s'est clôturée fin 2015, Makifest continue de proposer des projections de films russes au Théâtre des Variétés. Le dernier en date, le conte du tsar Saltan du célèbre poète russe Alexandre Pouchkine. L'organisatrice de ces projections vous en dit plus. Moi, si je deviens tsarine, dit la plus jeune cousine, de mon tsar sitôt marié, j'accoucherai d'un chevalier. À peine avait-elle parlé que la porte doucement grinça pour livrer passage au tsar. Ce conte a été écrit en 1831 et enseigne aux enfants que l'amour, la fidélité et la force de l'esprit qui gagnait toujours. À travers ce film d'animation, les écolières de Monaco se familiariseront avec l'œuvre de grand poète russe Pouchkine et expérimenteront l'atmosphère de la poésie, de la littérature et de la culture de la Russie. Et il y a beaucoup de projets pour faire ça au futur et ce sera projection en petit secret. Donc bien sûr pour les enfants à Monaco, donc bienvenue prochaine fois. Avant d'enfourcher son vaillant destrier, il recommanda tendrement à la reine de se garder en bonne santé et surtout de bien l'aimer. Nous vous parlons régulièrement des véhicules du constructeur monégasque Venturi. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les sponsors de la VBB3 dévoilés en début de semaine dans les locaux du Gildo Pastor Center. Sandrine Nègre et Serge Prémont étaient sur place. Elle est symbole de technologie verte, d'innovation et de performance. La VBB3, qui fait partie du projet de Venturi, attire bien des regards, notamment depuis le record de vitesse établi en 2010 par la VBB 2.5 sur le fameux lac Salé, dans l'ouest des États-Unis à 495 km/h. La dernière tentative en date pour battre ce record ne rencontre pas le succès espéré en raison de conditions météorologiques trop mauvaises. La prochaine tentative aura lieu au mois de septembre avec l'appui de sponsors passionnés qui composent donc le comité de parrainage. Ce qui est intéressant avec Venturi, c'est qu'on va vers des performances technologiques nouvelles, aux limites, qui vont faire progresser le véhicule électrique en général. Mais au-delà de ça, c'est un dépassement de soi aussi humain, c'est l'audace, c'est l'envie de se dépasser, d'aller plus loin, d'être agile, de gagner en vitesse. Et voilà, ça c'est mon métier aussi. Donc voilà, ça m'intéresse de sponsoriser ce projet-là en particulier, dans cette entreprise en particulier. C'est un projet
extrêmement novateur, motivant, c'est quasiment la conquête de l'espace du Far West. Et également, en ce qui concerne ma participation, elle ne vient pas d'aujourd'hui puisque je suis un des membres fondateurs de l'association monégasque des véhicules électriques à l'époque, avec Georges Dick, regretté, qui était conseiller communal. Et depuis, voilà, j'ai pas renié mes convictions. Et aujourd'hui, c'est une occasion de la concrétiser à un niveau presque hypersonique. Des parrainages bien utiles car une tentative de record à un tel niveau implique évidemment de larges frais. Ça permet surtout de pouvoir organiser tout le déplacement, toute la logistique. C'est vrai que cet argent, il permet de loger, de payer les billets d'avion, de payer la nourriture pour le team. Ça participe à la presse, notamment aux médias. La sécurité, tout ce qui est l'organisation, il faut savoir que la piste, elle se prépare. Donc pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant les runs, on est obligé de damer cette piste. Donc il y a toute une organisation. Il y a donc des frais. Il y a les frais qui vont aussi à la FIA pour l'homologation. Voilà, c'est cet argent qui va nous permettre de faire ces records. Et Venturi peut compter aussi sur le soutien de l'association Monaco Côte d'Azur Business Hub qui comprend un éventail d'entreprises à l'image du constructeur monégasque mêlant esprit pionnier et innovation. Nous restons dans le domaine des sports mécaniques. Le 19e rallye Monte-Carlo historique s'est terminé dans la nuit de mardi à mercredi. La course s'est achevée sur la boucle mythique du Turini. Je vous propose d'écouter la réaction du vainqueur de cette nouvelle édition. C'est une incroyable expérience pour nous, les deux, je pense. Oui, c'est quelque chose qu'on a essayé de rajouter il y a longtemps. On a essayé déjà il y a 2 années. L'année passée, et maintenant finalement on a réussi à le gagner. C'est content, on était en fait pas sûr d'avoir gagné, et on était en fait déjà en train de dormir. Et ils ont nous appelé en disant qu'on a gagné le rallye. Ça, c'est la chose la plus jolie qui pouvait passer. Je dois dire qu'en fait, on n'a eu aucun problème technique. Tout s'est vraiment bien passé. La voiture, c'était formidable. Le pilote, bien sûr. Et vraiment, tout, aussi les mécaniciens, on a fait un joli travail. Et nous, on n'est pas des spécialistes de régularité. On vient de la piste, on court en GT, soit Porsche ou Ferrari. Et en fait, jusqu'à ce soir, c'était difficile pour nous aussi à se bagarrer avec tous les professionnalistes de la régularité, et avec tous les chronomètres comme ça, mais finalement le temps s'est arrivé aussi pour s'amuser un petit peu arrière du volant et on a amené à la maison un très joli résultat. En marge de cet événement, je vous propose de prendre la direction d'Entraigues-sur-Volane en Ardèche, où l'Automobile Club de Monaco a permis au restaurant La Remise de se transformer en un véritable musée dédié au rallye Monte-Carlo. Le récit de Vanessa Dessy sur des images de David Bernardi. Il était devenu le restaurant incontournable durant le rallye Monte-Carlo. La Remise Entraigues-sur-Volane a bâti sa légende grâce à sa fameuse tarte aux pommes. Cette dernière était distribuée aux équipages à l'arrivée de la spéciale en plein cœur de ce petit village ardéchois. Une halte obligatoire pour tous, concurrents, spectateurs, organisateurs. Les plus grands pilotes se sont très souvent retrouvés ici, même en dehors du rallye. Pour moi, la remise, c'est beaucoup, parce que j'ai commencé le rallye Monte-Carlo en 1970 et peut-être pas en 1970, mais de suite après, tout le monde me disait « Oh, il faut s'arrêter la remise, c'est super, tout ». Et à partir de 1971, je me suis arrêté, depuis 1971, pas 1871, 1971. Et donc je me suis arrêté ici, et chaque fois, c'est la fête. La famille Joigny, Yves, son père à l'époque, sa sœur, enfin la famille Joigny, qui est une famille extraordinaire, ils accueillent les gens de manière superbe. Et le lieu, après avoir fait une spéciale comme le Moulin d'Entraigues, se reposer un petit coup ici, c'était quand même agréable avant d'attaquer Burzet. Mais c'était surtout l'ambiance quand on était avec tous les pilotes, même les pilotes de toutes les équipes. À cette époque-là, les reconnaissances étaient plus larges. On avait plus de temps pour discuter, pour s'arrêter, pour décompresser entre le travail et la spéciale d'après. Et donc, les soirées étaient bien agréables ici.
Voilà 2 ans que le restaurant a fermé ses portes, mais Yves Joigny ne comptait pas s'arrêter là. L'idée de mettre à l'honneur toutes ces belles années lui trottait en tête depuis quelque temps. Le passionné travaille alors de concert avec l'Automobile Club de Monaco pour créer son propre musée dédié à la mythique épreuve. Plaques de rallye, coupures de presse, photos, films, dorénavant, l'histoire du Monte-Carlo est retranscrite dans ses moindres détails entre ses murs. C'était mon idée d'abord, depuis quelques années. Je suis un garçon qui voit toujours un petit peu plus loin que le bout de son nez, enfin, mais j'essaie, et j'avais envie que ce lieu reste un lieu mythique, reste un lieu d'histoire, reste un lieu où tant de choses sont passées à tous les niveaux, au niveau des relations humaines surtout, des rencontres que j'ai faites, que ce soit avec l'Automobile Club de Monaco, avec le Rallye Monte-Carlo, avec M. Ferrat, M. Trintignant, M. Pierre Brasseur, M. Dino Ventura, et tant d'autres personnes qui sont inconnues ou pas inconnues. Et il y a tellement eu de liens qui sont créés depuis 50 ans. Papa est parti, maman est partie, ma soeur est partie, mon neveu est parti. Et j'ai voulu continuer, voilà, j'ai voulu que ce lieu qui reste un lieu mythique, reste un lieu où quand on rentre, on sent de l'émotion. Et à travers les photos que j'ai mis, il y a presque 400 photos et articles. Et à travers ces photos, ces articles, je pense que les gens ressentent quelque chose. Mise continuera d'accueillir les fanatiques du Rallye Monte-Carlo autour d'une table d'hôte familiale. Le musée, quant à lui, est dorénavant ouvert et est à découvrir tout au long de l'année. Et dans le reste de l'actualité, le lycée technique et hôtelier de Monaco accueillera ce vendredi le 3e Monaco Boxing Challenge. Au programme 4 combats professionnels et 8 combats amateurs. Et notamment en tête d'affiche, le licencié monégasque Johan Duopa affrontera le Brésilien Marcelo Luiz Nascimento. Rendez-vous donc au gymnase dès 19h30. Dans l'actualité également, le musée océanographique vient d'annoncer les très bons résultats obtenus pour 2015. Sa fréquentation est en hausse, avec 10 000 visiteurs de plus qu'en 2014. Il atteint les 665 000 personnes accueillies au cours de l'année. Objectif pour 2016, renforcer cette fréquentation avec d'une part l'exposition Tabanaba Australie-Océanie, Art des peuples de la mer, qui ouvrira ses portes le 24 mars prochain, et d'autre part des actions tarifaires attractives pour fidéliser les visiteurs locaux et régionaux tout au long de l'année. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Jeudi, temps sec et ensoleillé, les températures seront nettement rafraîchies au lever du jour, mais plus clémentes pour le reste de la journée. Vendredi, large soleil sur l'ensemble de la principauté, avec l'apparition par moments de quelques nuages. Il fera 10 degrés au lever du jour et 16 degrés dans la matinée. Samedi, le temps se fera plus menaçant, risque léger de pluie avant la nuit. Les températures resteront très acceptables. Et finalement dimanche, temps maussade, pluie dans la nuit et la matinée. Légère amélioration dans l'après-midi. Il fera 10 degrés au lever du jour et 11 degrés au plus chaud de la journée. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre antenne.